s'ils possédaient des documents en ce sens, et s'ils pouvaient m'en faire parvenir une copie. Savoir ce qu'ils en pensaient eux-mêmes, et tel était, en bout de ligne, le pour et le contre, le réel de l'imaginaire par rapport à une réalité semblant appartenir plus à un récit de science-fiction qu'à une réalité terre-à-terre. J'ai ainsi communiqué avec des journalistes en Californie, au Wisconsin, en Alabama, en Arkansas, au Texas, puis en Australie. Par la suite, j'ai comparé l'information reçue avec d'autres sujets de réalité et d'orientation différentes provenant d'autres sources, tels le prestigieux Monetary Economic Review avec Norman N. France, cadre supérieur du FAMC et auteur de Business Planning Workbook et ex-instructeur en économie pour le Bureau du développement économique de l'État du Colorado, avec la revue Leads consacrée à l'information économique et visant la clientèle des entrepreneurs en affaires, et entre autres avec le McAlvany Intelligence Advisor, revue spécialisée dans l'analyse monétaire, économique, géopolitique et des cours de la bourse en ce qui a trait aux métaux précieux, reliés à l'Association internationale des collectionneurs, ainsi qu'avec d'autres informations pouvant contredire ou confirmer par leur contenu la réalité des camps de concentration. Enfin, je me suis demandé pourquoi la presse officielle, celle vouée au public en général, n'avait à toute fin pratique jamais voulu traiter de cette information particulière. Posez-vous la question, vous aussi, mes amis. Il ressort donc de cette enquête et des vérifications produites à cet effet que la réalité couvrant l'existence de camps de concentration paraît être des plus vraisemblables. Pour en avoir la preuve absolue, il faudrait être à la place des militaires et des politiciens qui les ont imaginés et posséder des documents officiels à ce sujet. Que cette réalité rejoint une autre réalité, plus dramatique encore, celle d'un plan d'ensemble visant l'établissement, bon gré, mal gré, d'un nouvel ordre mondial, politique, militaire, économique, social et religieux. À l'échelle internationale, nouvel ordre qui serait placé sous l'égide des Nations unies et dont l'établissement pratique aurait même été confié, devrais-je dire, au complexe militaro-industriel américain. Je rajoute luciférien. Dwight David Eisenhower, président des États-Unis de 1953 à 1961, est celui qui avait mis les Américains en garde par rapport au potentiel naissant et énorme de ce complexe militaro-industriel, ainsi que du danger extrême que ce même complexe, un jour très proche, pouvait représenter pour la survie de la démocratie américaine s'il venait à échapper au contrôle du peuple et de ses gouvernants. D'ailleurs, ce complexe fut soupçonné par plusieurs aux États-Unis dans ses liens avec la CIA, entre parenthèses, je rajoute, qui est sous le contrôle du Vatican, d'avoir été l'un des instigateurs de l'assassinat du président Kennedy. En outre, plusieurs experts et politiciens américains ont plus d'une fois mis en garde le peuple des États-Unis contre ce complexe considéré par plus d'un comme étant en soi un gouvernement indépendant puissant, échappant même au contrôle du gouvernement américain sur le territoire des États-Unis. Même que certains ont déjà pensé à un coup d'État possible de la part de ce même complexe. Plusieurs raisons peuvent être rattachées au silence de la presse dite officielle. Par exemple, les pressions politiques et économiques, la peur de la part du journaliste impliqué, de la perte d'emploi et ou de la réputation. La presse officielle est d'abord et avant tout une information muselée par l'appareil politique et économique d'un pays. En d'autres mots, l'information qu'elle publie est sous la censure des intérêts politiques et ou économiques du lieu où elle est publiée. S'il s'agit d'un journal de village ou de petite ville, cette presse, à moins
de contester le pouvoir politique en place au profit d'une autre orientation politique, publiera des informations orientées de manière à ne jamais heurter ouvertement le pouvoir politique de l'endroit de qui elle reçoit son unique droit d'existence. Puis ça même, je rajoute, quand je demeurais à Longueuil, j'ai fait parvenir des articles sur la micropuce à mon journal de quartier à 2 reprises, ils n'ont jamais été publiés. J'ai tenté aussi de présenter un rapport à la commission comment on appelle ça? Bon. De plus, cette même presse est dépendante pour survivre des intérêts économiques locaux. Encore là, toute publication d'informations dites rebelles aura pour résultat des avertissements, même des menaces de coupure financière de la part de ces publicitaires, sinon carrément des pertes de contrats et de publicité. J'ai fait une enquête ici, ça c'est moi qui rajoute, j'ai fait une enquête sur Internet pour voir nos médias canadiens, jusqu'à quel point le Canada pouvait contrôler nos médias. Et je peux vous dire par la liste que j'ai vue qu'ils les contrôlent pas mal toutes. Et si l'information contestée provenait d'un journaliste y étant allé d'une volonté d'indépendance et d'honnêteté professionnelle, alors celui-ci pourra tout simplement se retrouver au chômage du jour au lendemain. Mais M. Monas, lui, je rajoute, M. Monas, lui, a donné sa démission pour pouvoir se consacrer à ce genre de journaliste-là, journalisme d'enquête, justement pour que le peuple canadien et les autres peuples francophones puissent être au courant de ce qui se passait. Mais même là, on a tenté de le bâillonner, il y a eu des menaces de mort. Alors c'est pour ça qu'on ne sait pas aujourd'hui s'il est mort ou s'il est vivant ou caché en quelque part. Mais on ne le voit plus depuis quelques années. Cette ligne de pensée et d'agir qui est celle étant à la base de toute la pratique de la profession journalistique est universelle. En ce sens, il est tout à fait impossible de parler ici de profession journalistique ayant pour but avant tout les intérêts du public en général. D'ailleurs, trop souvent, des journalistes établiront volontairement d'eux-mêmes une collusion dans leur esprit entre les intérêts du pouvoir politique et ceux de la population, de manière à se déculpabiliser de fausser quotidiennement l'information. Ainsi, ils deviennent complices de tout un système déguisé, maquillé, s'étant construit et continuant de se construire sur le dos de la population. Il y a quelques années, Pierre Bruno, qui travaille pour TVA, avec d'autres journalistes d'un peu partout dans le monde, ont été invités aux Nations Unies afin d'avoir une rencontre avec les dirigeants internationaux. Les médias n'en ont presque pas parlé. Moi, j'ai vu un article sur ça, puis c'est tout. Alors, on voit là que Pierre Bruno travaille pour cette élite mondiale-là, on a juste pas... On peut le voir d'ailleurs par le genre de nouvelles qu'il nous donne à tous les jours, là, qui est complètement sous le contrôle. Mais les journalistes aujourd'hui ne sont pas payés pour dire la vérité, mais pour dire ce que l'élite mondiale veulent qu'ils disent. Alors, ce n'est plus du journaliste, c'est un contrôle total de l'État sur la vie de la personne qui va amener une information qui est biaisée ou qui va détourner l'attention du peuple sur ce qui se passe vraiment. Alors, ces journalistes-là ne méritent même pas le titre de journaliste. Regardez dans le monde le nombre de journalistes qui meurent. C'est incroyable. Alors vous qui vous croyez, alors vous qui osez vous donner le titre de journaliste, qui travaillez pour cette élite mondiale-là, qui corrompez votre âme et votre esprit,
pour nous envoyer du mensonge jour après jour? Croyez-vous qu'on se préoccupe de vous lorsqu'on vous envoie au Japon, alors que c'est irradié de manière incroyable? Croyez-vous que nos chers élus se préoccupent de votre santé? Ou qu'on vous envoie dans un pays en guerre où les bombes sautent et vous risquez votre vie? Croyez-vous que l'élite mondiale se préoccupe de vous? Pas du tout. C'est le moindre de ses soucis. Et vous perdrez votre récompense éternelle pour avoir embarqué dans le jeu. Pour ce qui est des réseaux d'information plus importants tels que Radio-Canada et CBC, etc., soumis au pouvoir politique du gouvernement fédéral canadien, le Toronto Star et la Gazette, soumis pour leur part à la protection première des intérêts anglo-saxons canadiens, ou bien le Journal de Montréal et la presse, voués à la sauvegarde de l'establishment économique et aux politiques canadiens ou québécois, mais chacun à leur manière. Leur base de fonctionnement s'effectue de la même manière que celle décrite ci haut, même si elle s'effectue de manière assez différente parce qu'indirecte, et parfois à un très haut niveau de l'appareil politique et économique. Dans un tel labyrinthe du pouvoir, il est tout à fait compréhensible de constater pourquoi des nouvelles comme celles des camps de concentration n'ont jamais été publiées par des réseaux officiels, mais plutôt, comme c'est le cas ici, par des revues et ou des journaux indépendants, même religieux parfois. Pour ces réseaux indépendants, le journalisme concerne la défense et la protection des intérêts des populations pour qui l'information est publiée, tandis que pour les réseaux plus officiels, l'entretien des populations visées dans un état de demi-sommeil permet un roulement ininterrompu de la consommation à outrance, genre centre d'achat, donc par conséquent une meilleure stabilité politique. Le meilleur exemple à ce sujet au Québec est le réseau TVA Télémédias, base efficace dans l'abrutissement quotidien de la population, où les nouvelles sont traitées de la même manière que sont fabriquées les émissions de variété. Il y a ceux pour qui le courage de la vérité passe avant les intérêts personnels, surtout bien au-delà de l'aplatissement de la vie quotidienne, devenue pourtant comme une seconde nature pour beaucoup de journalistes. C'est le cas du rédacteur en chef du Oakland Tribune, qui en 1976 publia l'information la plus complète au sujet de l'opération Câble Splicer. Celui-ci mourut soudainement après en avoir publié la version la plus complète. Vous voyez, ces gens n'hésitent pas à tuer afin que l'information ne puisse être transmise. Alors, voyez-vous, ces gens, ces élites, ces gens qui nous gouvernent, n'hésitent pas à tuer pour faire taire ceux qui parlent. Le document que je vous apporte aujourd'hui, même si ma tête peut être en danger, est moins important aujourd'hui qu'il l'était il y a 15, 20, 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à l'aboutissement final de leur projet. Ils savent qu'il n'y a plus rien qui peut les arrêter, à moins d'une révolution populaire incroyable. Mais le peuple dort tellement bien qu'il n'y a rien à faire. Malgré toutes les preuves et les références qui seront apportées ici dans cet exposé, plusieurs s'obstineront à dire pour toute critique que c'est dans le fondement même des gouvernements d'agir de la sorte. Camps de concentration, préparatifs militaires américains, contre le Canada par exemple. Établissement des mécanismes américo-canadiens en vue d'en arriver à l'éclatement d'une crise politique majeure au Québec. Alors, c'est pas pour rien que nos médias poussent énormément toute la corruption qu'il y a au niveau du gouvernement du Québec. C'est pour amener justement une révolution populaire, mais qui va être contrôlée par l'élite. Que ceux-ci, ils sont obligés pour se protéger,
qu'il ne faut voir là que des pratiques plus ou moins importantes ou dangereuses pour les populations concernées.